Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international. Soyez les bienvenus. De plus en plus de médias parlent de l'adoption par l'Algérie d'une loi de mobilisation, alors que la loi en question n'a pas été mise en fonction et que pour l'instant, ce n'est qu'un projet de loi qui sera soumis au Parlement pour son adoption ou non. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est de comprendre pourquoi l'Algérie a évoqué cette loi, qu'est-ce que cela signifie en cas d'adoption et quelles sont les mesures qui en découleront d'une éventuelle adoption par l'Algérie et pour les pays voisins, surtout dans un contexte régional marqué par des tensions et de l'instabilité chronique. Tout de suite, les développements. Alors, pour en parler, ce soir, nous recevons avec nous à l'échiquier international Kamel Ben Younes, analyste des questions internationales et politiques. Monsieur Kamel Ben Younes, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous, à votre aimable audience et à toutes les chaînes et les journalistes en Algérie et dans toute la région. Merci beaucoup Kamel Ben Younes. Alors, monsieur Kamel Ben Younes, vous avez certainement dû entendre parler de ce projet de loi qui devrait être soumis à adoption. Bien sûr, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a cette latitude d'activer ce projet de loi à lui seul, conformément à ce que dit la Constitution et l'article 91. Mais pour l'instant, le projet en question doit être soumis. Alors, on va se dire pourquoi avoir évoqué l'idée de ce projet en ce moment, dans ce timing bien précis? Certainement, il s'agit cette fois-ci d'une volonté politique, puisqu'il y a une proposition ou bien une décision du Conseil des ministres, mais il ne s'agit pas encore d'une loi accordée par le Parlement, signé par le chef de l'État. Mais il y a des messages. Il y a un message médiatique, politique, interne pour rassurer la population algérienne, les citoyens, les dizaines de millions de citoyens algériens, dans cette conjoncture où il y a des défis sécuritaires internationaux et régionaux, où il y a les guerres de procuration. L'Algérie est prête à tous les scénarios, y compris à une mobilisation générale. C'est un message diplomatique pour les amis de l'Algérie, les ennemis de l'Algérie, en même temps que diplomatiquement, politiquement, à l'échelle internationale, l'Algérie se prépare avec des dispositions juridiques, y compris le fait de recourir à une mobilisation générale et d'appeler, ce qui signifierait le fait d'appeler les réservistes et de prendre des mesures aspect sécuritaire et militaire exceptionnels. Et il y a un message, bien sûr, militaire et sécuritaire qui tient en considération des expériences précédentes en Algérie et dans le monde, puisque le recours aux réservistes, la mobilisation générale entraîne parfois lorsqu'il n'y a plus de danger, donc après une année ou deux ou trois, certains problèmes, y compris les réservistes appelés à l'armée, au service militaire, à protéger les frontières et à protéger le pays, se trouveront peut-être dans une situation sociale exceptionnelle puisqu'ils risquent de perdre leurs emplois. Donc, il y a un message pour la communauté internationale, pour les pays voisins, surtout dans cette période où tout le monde parle, depuis le début des années 90, la grande Afrique du Nord, c'est plus l'Afrique du Nord française où il y a la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, c'est toute l'Afrique du Nord du Sahara, du nord de l'Équateur, donc où il y a les pays du Grand Maghreb, du Sahel et du Sahara. Il y a des conflits internationaux de plus en plus importants, de la Corne d'Afrique, de la Somalie, la Somaliland, l'Égypte, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, jusqu'à l'Atlantique, en passant par les États du Sahara, avec l'instabilité qu'on connaît, surtout depuis quelques années au Mali, au Niger, au Tchad et dans les pays francophones, avec ce mouvement d'émancipation où le Grand Sud africain essaie d'imposer un nouvel ordre régional en Afrique
mais où il y a encore des conflits avec la France, avec l'Angleterre, les anciennes puissances coloniales et les nouvelles puissances coloniales et les nouvelles puissances économiques mondiales, y compris la Chine, la Turquie, l'Iran, la Russie, qui veulent investir dans cette région. Alors, selon vous, Kamel Benyounès, où est-ce qu'on pourrait penser? Qu'est-ce qu'on pourrait penser? Est-ce qu'il s'agit d'une mesure, par exemple, de précaution juridique, ou bien tout simplement d'un signal d'alerte stratégique, comme vous le dites, annonçant peut-être un possible basculement, d'autant plus que la région, comme vous le disiez, oui, est vraiment minée de tensions. Oui. Les questions sécuritaires, oui, pour les questions sécuritaires majeures, hard and soft, il y a la précaution et il y a l'action concrète pour essayer de changer la situation sur le terrain. Nous allons retrouver Kamel Benyounès, j'espère dans un petit moment, le temps de rétablir donc le lien. Mais Kamel Benyounès? Problème de connexion, je pense. Oui, tout à fait. Donc on peut poursuivre. Monsieur Kamel Benyounès, oui, moi je vous écoute. Vous souhaitez que je reprenne ma question? Il y a un problème d'Internet. Est-ce que vous souhaitez que je reprenne ma question? Peut-être un problème de... Comment? Je dis que pour les questions sécuritaires, géostratégiques, hard et soft, il faut des mesures de prévention, mais il faut aussi des mesures d'action militaire, sécuritaire en même temps. Oui, je vous entends, monsieur Kamel Benyounès, allez-y. Donc, dans ce type de crise régionale et internationale, de dimension internationale, où il y a depuis presque 35 ans, les chefs d'État américains, européens, asiatiques, les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Turcs, les Français se déplacent en Afrique. Tout le monde essaie d'investir dans ce continent où il y a une cinquantaine de pays, et même plus, où le taux de croissance potentiel est très important, où il y a des chances de développement économique majeur. Donc, il y a une concurrence majeure. Il y a l'AFRICOM depuis 35 ans et maintenant les forces européennes, les agendas de certains pays européens, pays par pays. Et dans cette conjoncture, l'Algérie a droit de sauver ses frontières, d'essayer d'assurer sa sécurité aussi bien nationale, interne que sa sécurité régionale, puisque c'est un grand pays où il y a plus de 2 300 000 km² avec à peu près 8 États dans les pays limitrophes. Justement, vous savez très bien que le président, par exemple, selon l'article 91 de la Constitution, a le droit à lui seul d'activer ce projet ou d'activer justement cette décision. Il ne le fait pas, il laisse donc la procédure normale se faire une fois qu'il sera présenté au sein du Parlement. Finalement, c'est quoi cette différence? Pourquoi n'a-t-il pas activé son droit, le président, selon vous, et il a laissé la procédure légale se faire? C'est encore plus rassurant et ça lui donne plus de pouvoir lorsqu'il s'agit d'un chef d'État qui était auparavant ministre dans des secteurs économiques, d'investissement, de l'habitat et qui connaît les dossiers du commerce et d'investissement économique, qui connaît tout le pays dans son deuxième mandat. Il a beaucoup de pouvoir. Il vient d'être réélu pour un deuxième mandat, mais en même temps, pour les questions sécuritaires, il est en même temps ministre de la Défense, mais avec un grand establishment de la Défense, de la sécurité, avoir le soutien du Conseil des ministres et du Parlement dans l'Algérie, laisse l'Algérie dans une position de force. En cas de danger majeur, il peut agir directement, surtout que tout le monde connaît que les troubles au Mali, au Niger, au Tchad, en Libye et dans toute la région, en Éthiopie, en Égypte, c'est lié surtout à des agendas régionaux et internationaux. Tout le monde essaie de faire ce nouveau ordre mondial, de construire ce nouveau ordre régional et mondial pour des finalités différentes. L'Algérie qui a ses traditions et qui a sa diplomatie très forte, surtout qu'elle est membre maintenant au Conseil de sécurité, qu'elle a
des relations privilégiées avec la majorité des pays africains, avait toujours investi en Afrique et maintenant elle tient compte de l'évolution sur ses frontières, notamment dans les pays du Sahel et du Sahara, dans le milieu subsaharien, et pour se préparer au scénario possible, car tout le monde sait qu'après l'actuel conflit majeur, l'actuelle guerre dans le Proche-Orient, il y aura de nouvelles données régionales Oui. et avec l'administration américaine actuelle, il y aura des changements, ce qui explique peut-être que l'Algérie se prépare à tous les scénarios, y compris avec des gestes politiques de redressement, mais en même temps des mesures de prévention sécuritaire et militaire. Vous pensez, Kamel Benyounès, que l'Algérie finalement a raison de se prémunir et surtout d'anticiper dans ce genre de cas, d'autant plus qu'on vient de le voir avec l'incident du Mali par exemple, avec un pays voisin comme la Libye qui est donc en proie à toutes les convoitises de ce côté-là et surtout des hostilités du côté de l'Ouest. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a vraiment eu raison de vouloir penser à ce projet de loi de mobilisation et est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle structure de défense qui s'annonce ? Oui, certainement. Certainement, puisque l'Algérie, rappelons-le, est le seul pays, le seul encore grand pays qui était dans l'axe de 79 contre le projet israélo-américain de Camp David. Donc l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, tous ces régimes ont été détruits. L'Algérie résiste. C'est un pays qui avait soutenu en 1973 les pays arabes, les Palestiniens, l'axe anti-impérialiste. Maintenant, il y a des risques. C'est un grand pays qui a des potentialités énormes, mais cette fois-ci, je pense que l'Algérie a plus de chances de bien jouer cette guerre en même temps à l'échelle diplomatique, politique, sécuritaire, légale et avec des préventions militaires et sécuritaires, puisque maintenant elle a de bonnes relations d'excellentes relations dans le domaine militaire et sécuritaire avec certains pays occidentaux, avec beaucoup de pays occidentaux, y compris avec les États-Unis et des membres de l'OTAN, avec la Turquie, avec la Chine, avec le Qatar. Donc, de plus en plus, elle a des amitiés un peu partout dans le monde, et même certains pays qui n'étaient pas proches de l'Algérie il y a quelques décennies, comme l'Algérie, maintenant, ont commencé à avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Donc, pour se préparer à tous les scénarios, c'est dans le droit et dans l'intérêt de l'Algérie et de ses voisins aussi, oui, d'éviter les surprises et d'éviter la manipulation de certains groupuscules terroristes ou bien de certains États très faibles qui pourraient provoquer des mini-guerres par procuration contre l'Algérie, surtout dans ses frontières sud. Justement, alors dans ces cas-là, on est en mesure de se poser quand même la question par l'adoption éventuellement, n'est-ce pas? Ça reste quand même dans le conditionnel de la loi sur la mobilisation générale en Algérie. Est-ce qu'on va vers une nouvelle posture sécuritaire de l'Algérie, dictée par des impératifs géopolitiques? Oui, ça va dépendre d'abord, c'est une question de souveraineté nationale du gouvernement, du Parlement et de la présidence de l'état-major en Algérie. Mais dans une conjoncture pareille, bien sûr, le Conseil de sécurité nationale, le Conseil militaire, la présidence de la République qui chapeaute tout, les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, ont droit de prévoir tous les scénarios et de prendre des mesures aussi bien de prévention, de sensibilisation pour les amis et les pays qui hésitent, les alliés, mais aussi pour mettre à l'écart d'autres dangers, y compris pour dire aux pays qui pourraient essayer de jouer avec certaines milices, certaines forces, aussi bien à travers le Sahara libyen, la Libye qui malheureusement depuis une quinzaine d'années est dans une guerre dite civile, mais c'est une guerre par procuration entre plusieurs superpuissances régionales et internationales, certains pays du sud de l'Algérie, du Sahel et du Sahara, depuis les années 90, comme vous connaissez, et surtout depuis une dizaine d'années. Donc,
la région de la Somalie, la Somaliland, l'Éthiopie, le Tchad, même ce qui se passe au Soudan. C'est une guerre qu'on oublie. Il y a des millions de déplacés, on parle même d'une dizaine de millions, voire 15 millions de personnes déplacées et des centaines de milliers tués. Et ce qui se passe dans ces régions a un impact direct aussi bien sur ces pays, mais aussi sur l'Algérie et les pays de l'Afrique du Nord, du Grand Maghreb. Kamel Ben Younes, alors dans un contexte, comme vous le dites, assez conflictuel, certains observateurs qui se sont prononcés sur la question ici et là, sur des articles de journaux, sur des articles sur le web, sur des médias donc, ont pensé ou ont parlé concernant cette loi qui pourrait être activée d'une évolution majeure de la doctrine de défense. De quelle manière, Kamel Ben Younes, vous voyez les choses ? De toute façon, comme vous dites, jusqu'à présent, c'est encore dans le conditionnel. Il faut se préparer à tous les scénarios, mais selon mon expérience personnelle dans certains centres d'études internationales et des centaines de conférences à aspects stratégiques, géostratégiques et sécuritaires, y compris avec l'Union européenne, l'OTAN, dans le processus OTAN-Méditerranéen de dialogue avec les Américains. Maintenant, la stratégie mondiale compte sur 3 axes. La stratégie mondiale de sécurité des différents pays, aussi bien pour les Américains, les Européens, les Japonais, les Chinois, les Russes, un peu tout le monde. D'abord, la prévention. Deuxièmement, essayer de résoudre les conflits à aspect sécuritaire avec le minimum de dégâts et de laisser ces conflits un peu soft, maîtrisables. Puis se préparer à tous les scénarios, y compris le pire des scénarios. L'Algérie, un très grand pays qui est victime depuis quelques dizaines d'années. On peut dire que depuis une cinquantaine d'années, il y a des tentatives de déstabiliser l'Algérie, d'essayer de diviser ce grand pays après les étapes que tout le monde connaît, de diviser l'Irak, la Syrie, affaiblir l'Égypte, affaiblir le Yémen, le diviser et l'affaiblir, un peu le Golfe, l'Iran. Donc, ces guerres d'usure, ces guerres par procuration, avaient tous échoué en Algérie. Et cette fois-ci, l'Algérie, avec tout ce qui se passe, avec l'implication de l'administration des populistes de l'extrême droite dans certains pays occidentaux, dans ce type de conflit, leur démarche pour stopper les processus de créer un nouvel ordre mondial encouragé par l'instance de Shanghai, l'accord de Shanghai, où il y a presque la moitié du monde, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie, la majorité des pays asiatiques, le Brexit. Donc l'Algérie est dans cette conjoncture, en même temps qu'elle est de plus en plus sollicitée après la guerre, le déclenchement de la guerre en Ukraine grâce à son gaz, à ses hydrocarbures, c'est dans son droit donc de se préparer à tous les scénarios, y compris le scénario de mobilisation générale et donner la priorité à sa sécurité avec un grand S à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, vers quel défi, justement, l'Algérie s'achemine-t-elle en activant probablement cette loi sur la mobilisation, comme vous l'aviez dit tout à l'heure? Vers quel défi s'annonce-t-elle et surtout, quelles en sont les conséquences, par exemple, pour les pays voisins et surtout pour l'Algérie? Parce qu'il s'agit... Moi, je pense que... Oui. Moi, je pense que ce type de démarche est très important, surtout puisqu'il s'agit d'une démarche qui est plutôt préventive. C'est une prévention pour éviter le pire. C'est, pour un peu simplifier à l'aimable audience, c'est comme pour les armes non conventionnelles, le nucléaire, le chimique, etc. Par exemple, c'est le cas pour la Corée du Nord. Ce n'est pas des armes qu'on utilise, mais c'est des armes qui donnent au pays un pouvoir de prévention et de pousser les autres à éviter d'attaquer le pays. C'est aussi le cas pour l'Iran maintenant avec ses missiles de longue durée, de longue distance. Elle n'a même plus besoin du nucléaire.
ses ennemis qui connaissent qu'elle a des missiles dont la portée est de quelques milliers de kilomètres tiennent en considération cette puissance. L'Algérie, avec ces mesures de prévention militaire, sécuritaire, avec sa politique d'armement et sa politique sécuritaire, et maintenant en essayant d'impliquer davantage la population, les jeunes, les millions de citoyens algériens, de prévoir le scénario de mobilisation générale, adresse des messages aux amis, aux alliés, mais aussi aux ennemis, pour dire que faites attention, c'est un cas, vous risquez de vous rapprocher des lignes rouges, les lignes de souveraineté, et l'Algérie a le droit de l'autodéfense, y compris avec des décisions exceptionnelles que le président de la République, qui est en même temps ministre de la Défense, peut prendre, mais aussi ces décisions peuvent être soutenues par les instances de souveraineté de l'État, y compris le Parlement, le gouvernement et l'armée. Ben justement, est-ce que vous pensez que ce projet de loi, c'est aussi peut-être un moyen de dissuasion de certaines velléités, surtout du côté de pays voisins, puisque, et plus que d'offensive, hein, j'allais dire, devant ce climat d'insécurité et de précarité du voisinage? Oui, vous avez totalement raison. En même temps, c'est aussi un test. Oui. Puisqu'on a maintenant dans la politique internationale le double langage, on voit de hauts responsables américains, européens et de l'OTAN qui, en même temps, parfois annoncent qu'ils prennent parti dans certains conflits régionaux contre l'Algérie, mais en même temps, comme c'est le cas pour certains conseiller du président américain Donald Trump, qui essaie de rester en contact avec l'Algérie, de lancer des messages diplomatiques pour rassurer l'Algérie qu'ils n'ont aucune intention de nuire aux intérêts de l'Algérie. Et on se prépare à la nomination d'un nouveau ambassadeur américain en Algérie, comme ça s'est passé pour d'autres pays de la région. Et c'est clair que certains conseillers de Donald Trump, ont essayé de rassurer le gouvernement algérien, le peuple algérien, pour lui dire, moi, qu'on n'est pas contre vous, qu'on n'a aucune intention de nuire à nos relations géostratégiques. Et tout le monde sait que du point de vue hydrocarbures, du point de vue commerce, et du point de vue échange militaire, du point de vue entraînement militaire et sécuritaire commune, tout ça marche très bien entre l'Algérie et les États-Unis et l'OTAN. Oui. Oui, M. Kamel Ben Younes, alors bien sûr, dans un contexte assez particulier, vous pouvez tousser, hein, dans un contexte assez particulier, l'Algérie, quand même, présage de le décréter, mais cela ne signifie pas que l'adoption du projet de loi, qu'elle s'apprête à le faire dans un proche avenir ou dans l'immédiat, mais ça signifie que la possibilité, elle est là et qu'elle peut, d'un moment à l'autre, donc, être activée. C'est peut-être aussi ça qui a donné un petit peu, qui a, si vous voulez, engendré autant d'interrogations de la part de beaucoup de médias. En tant que Tunisien de pays voisins, comment cette décision qui donc a été faite, mais qui n'a pas encore été activée, a été perçue par nos voisins de l'Est? C'est-à-dire vous. Heureusement, jusqu'à présent, comme le disent les historiens, les journalistes tunisiens et algériens, je suis un parmi eux. D'ailleurs, j'avais assisté dernièrement à Alger, en marge de l'anniversaire de la Révolution, à une grande conférence où il y avait des centaines d'experts en histoire, des académiques, des intellectuels, des cinéastes, en marge de la Révolution dans un grand événement sur le rôle du cinéma et de l'image et des médias dans soutenir le mouvement de libération nationale, le cas de l'Algérie et des autres pays du monde. Et tout le monde insiste qu'en Tunisie, en Algérie et dans la région, qu'on parle d'un même peuple. C'est le peuple maghrébin, c'est le peuple tuniso-algérien. La majorité des leaders du mouvement algérien étaient dans les universités tunisiennes et les lycées tunisiens, y compris la Zitouna, y compris l'ancien chef d'État, Hawari Boumediene, et ses grands
sa grande équipe qui était Ghardima et Sidious et autres. Et pour les Tunisiens, c'est la même chose. La Tunisie considère que l'Algérie, c'est sa profondeur géostratégique majeure et c'est le grand frère, c'est le même pays. Et lorsqu'il y a un risque, tous les chefs d'État en Tunisie depuis 1956, depuis Habib Bourguiba, Zine Abdine Ben Ali, et même après 2011 avec Béji Qaïd Sibsi, etc., tout le monde avait considéré que l'Algérie et la Tunisie ont le même sort sécuritaire et militaire. Pour le président Kais Saïd et la Tunisie d'après 2019, depuis les élections de 2019, lorsqu'on avait annoncé les résultats, le jour même, le président Kais Saïd, dans son premier discours au peuple, il a dit que la première visite internationale que je vais effectuer sera en Algérie. Et depuis, il maintient des relations excellentes avec l'Algérie. Rappelons que l'actuel ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, qui est un diplomate de carrière depuis une quarantaine d'années, avait eu à peu près une quinzaine de rencontres avec son homologue algérien depuis sa nomination en septembre dernier. Donc, pour la Tunisie, elle considère la stabilité et la sécurité de l'Algérie est très importante, surtout après les tentatives d'atteinte à sa sécurité du côté du Sud, et qui a une implication sur ce qu'on appelle le dossier de l'immigration clandestine. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Benyounès. Je rappelle que vous êtes analyste des questions politiques internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'Échiquier international. Au revoir.